Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Mémorial de la Shoah pour cette rencontre organisée à l'occasion de la parution du nouvel ouvrage de Marie Moutier-Bittan, Le pacte antisémite, les débuts de la Shoah en Galicie orientale, qui a été publié aux éditions du Passé composé. Alors Marie, cet ouvrage, vous m'entendez ? Oui, ok. Cet ouvrage est issu de votre thèse de doctorat que vous avez soutenue en 2021 à l'EHESS et qui s'intitule Le permis de tuer, la première phase de l'extermination des Juifs en Galicie orientale, 22 juin 1er août 1941. Alors je cite le titre de votre thèse car je pense qu'il est vraiment instructif par rapport au sujet dont on va discuter ce soir. La date du 22 juin 1941 est fondamentale car elle marque, comme vous le savez sans doute, un tournant décisif dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais également dans le processus d'extermination des Juifs. Le 22 juin 1941, c'est le jour où la Wehrmacht envahit l'URSS sous le nom de code Opération Barbarossa. Et ce que vous montrez, c'est que dès le premier jour de cette opération militaire d'une envergure inédite, eh bien, des violences, des pogroms et des massacres sont commis contre les Juifs dans ces territoires soviétiques fraîchement conquis, dont la Galicie orientale, qui est votre terrain de recherche et qui se situe donc en Ukraine de l'Ouest. Et comme le laisse entendre le titre de votre thèse, le permis de tuer, ce permis de tuer concerne bien évidemment les Allemands, mais s'adresse ici avant tout aux populations locales auxquelles l'occupant a donné le droit de tuer des Juifs en toute impunité. Le permis de tuer est devenu, dans la transformation vers le livre, le pacte antisémite, qui est encore plus fort, sans doute plus explicite, et donc sans doute que vous nous expliquerez ce soir le choix de ce titre. Alors, ce déchaînement de violence qui se déroule à l'été 1941 ne se réduit pas à la Galicie orientale, mais touche tous les territoires conquis à l'Est par les nazis, des pays baltes à la mer Noire. Et c'est donc pour cette raison qu'il nous a semblé intéressant d'essayer de créer un contrepoint. Et nous sommes très heureux pour établir une comparaison entre deux territoires vraiment différents. Et nous sommes donc très heureux d'accueillir Diana Dumitru, qui nous vient de Moldavie et qui ce soir va nous parler de ce qu'il s'est passé à l'été 1941 en Bessarabie, qui, durant la Seconde Guerre mondiale, était une province de la Roumanie. L'objectif étant évidemment de présenter les faits, de dire ce qu'il s'est passé, mais aussi de se poser la question des acteurs et des mécanismes sur lesquels ont reposé cette explosion de violence. On se doute bien qu'il y a des précédents, qu'il y a des choses qui se sont passées avant, si dès le premier jour, une population peut se mobiliser dans ces violences inouïes. Alors, pour modérer cette rencontre, nous avons le grand plaisir d'accueillir Alain Blum. Alain Blum, vous êtes à la fois démographe, statisticien et historien. Vous êtes directeur de recherche de la HESS, où vous occupez la chaire Société, État, Population en Russie et en URSS. Vos travaux portent sur les violences politiques et les déplacements forcés de population dans l'URSS stalinienne, et vous préparez actuellement un ouvrage avec Emilia Koustova qui s'intitule « Déportés pour l'éternité, survivre à l'exil stalinien », ouvrage qui paraîtra fin 2023, début 2024. Et j'ajouterai enfin que vous coordonnez également une publication en ligne, Archives sonores, mémoire européenne du Goulag. Je vous souhaite une excellente soirée. Encore un grand merci à tous les trois d'être présents ce soir. À l'issue de la discussion, de la conférence, vous pourrez poser des questions à nos invités et vous procurer le livre de Marie Moutier-Bittan et le faire signer par son auteur. Merci.
Merci bien. Donc, c'est un honneur de modérer cette présentation table ronde et ensuite, il y aura un certain nombre de questions parce que tant Marie Moutier-Bitan, je vais faire une présentation très très courte, hein, Marie Moutier-Bitan et Diana Dumitrou sont parmi ces chercheurs qui renouvellent profondément aujourd'hui le champ de la connaissance des problématiques de la Shoah à l'Est de l'Europe, grâce en particulier à toutes ces découvertes dans les archives soviétiques, enfin c'est les archives soviétiques qui sont maintenant dans des États indépendants, largement ouvertes, à part en Russie, largement ouvertes et qui permettent justement de renouveler profondément ce champ. Et c'est vrai que tant Marie que Diana contribuent fortement à ce renouvellement. Donc Marie, je rappellerai très vite qu'elle a d'abord travaillé à Yad Inounoum pendant 10 ans. Et c'est là qu'elle a commencé justement à beaucoup travailler sur les archives de la commission extraordinaire et d'autres archives qui l'ont orientée justement vers ses travaux. Elle a publié Les Chants de la Shoah, Les Lettres de la Wehrmacht et effectivement cet ouvrage, Le Pacte antisémite. Après avoir travaillé à Yad Inounoum, elle a travaillé quelques années au Centre d'études russes caucasien, centre-européen, est-européen et centre-asiatique, auquel j'appartiens aussi. Je travaille aussi à l'INED, hein, pas que à la HESS. Sur un projet très très important qui vient de se terminer, Visual History of the Holocaust, un projet qui rassemble justement un grand nombre d'archives filmiques autour de la Shoah, projet qui est coordonné par Irina Tcherneva. Et elle m'a dit qu'elle venait d'obtenir une bourse prestigieuse de la Claims Conference qui va lui permettre de poursuivre ses recherches sur la Shoah. Et Diana Dumitrou, elle est effectivement une des chercheurs qui renouvelle très profondément le champ, travaillant sur la Roumanie, la Moldavie, sur la Shoah dans ces pays. Et elle a publié récemment là de très nombreux travaux, aussi à partir des archives soviétiques. Elle contribue très fortement aussi à ce renouvellement. Et je signale en particulier cet ouvrage très important, The State, Antisemitism and Collaboration in the Holocaust, The Borderlands of Romania and the Soviet Union, qui est paru à Cambridge University Press. Et elle termine aujourd'hui un projet sur le procès Slansky en Tchécoslovaquie. Et par ailleurs, elle termine aussi presque, enfin, elle termine des livres, un autre projet sur les Juifs dans le stalinisme tardif, dans lequel elle utilise aussi beaucoup le renouveau qu'on peut obtenir grâce à ces archives. Donc, comment ça va se dérouler ? Marie va d'abord présenter son livre pendant une quinzaine, vingtaine de minutes, puis je passerai la parole à Marie Moutier, excusez-moi de donner les prénoms seulement, puis je passerai la parole à Diana Dumitrou, qui fera un contrepoint justement sur la Roumanie, puisqu'on sera d'abord en Galicie orientale, donc en Ukraine, et ensuite en Roumanie. Et ensuite, je poserai quelques questions justement en particulier sur la question de comparer ces territoires, est-ce qu'il y a des fortes différences ou pas, et d'autres questions à ce propos, avant de vous donner la parole, pour des questions provenant de vous. Donc voilà, j'allais dire Diana, Marie, s'il te plaît, je te laisse la parole. Merci Alain, merci Julie pour l'invitation et bonsoir à toutes et à tous. Comme Julie l'a mentionné, ce livre est issu d'une thèse que j'ai défendue en décembre 2021 à l'EHESS et qui a vraiment son focus sur la Galicie orientale, qui est actuellement l'ouest de l'Ukraine, à savoir les régions de Lviv, Ternopil et Ivano-Frankivsk. Au départ, ma thèse ne portait pas du tout sur la Galicie orientale. Je travaillais à l'époque chez Yad Inounoum et j'avais décidé de travailler sur la Shoah dans le Donbass. Mais en 2014, la guerre a éclaté et a évidemment interdit l'accès à ce terrain de recherche. Et c'est ainsi que j'ai découvert, à partir de dès 2013, la Galicie orientale, lors d'un premier voyage de recherche effectué avec l'une des équipes du père Patrick Desbois, dans la région d'Ivano-Frankivsk. Et là, j'ai découvert des problématiques que je n'avais jamais rencontrées dans l'est de l'Ukraine. Donc c'était vraiment une première pour moi. J'avais beaucoup travaillé sur aussi l'ouest de la Russie, l'est de la Biélorussie. Et là, j'arrivais dans une région
déjà extrêmement complexe de par la composition de sa population à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Donc vraiment dans une région où se côtoyaient Polonais, Ukrainiens, Juifs. Et d'ailleurs, au cours de ma thèse, je me suis demandé si ces catégorisations par nationalité étaient pertinentes. Et d'ailleurs, en utilisant par exemple des documents de l'époque, soit des journaux intimes, des correspondances, ou même certains documents statistiques, on se rend compte que la réalité est beaucoup plus complexe que simplement catégoriser ces trois types de population. On peut trouver juifs et non-juifs, des appellations comme uniates, gréco-catholiques, catholiques. Certains d'entre eux pouvaient s'identifier par leur langue, d'autres par leur religion, d'autres aussi par leur profession. Et justement, durant cette thèse, je me suis rendu compte que la société galicienne était une société qui était extrêmement cloisonnée, héritage des empires, notamment austro-hongrois, et aussi d'une tradition chrétienne, selon laquelle les Juifs occupaient des places importantes dans le commerce, par exemple, où plus de 80% des commerçants étaient juifs dans cette région dans le courant des années 1930, et que majoritairement la classe paysanne était chrétienne, était non-juive. Les juifs ne représentaient par exemple que 1% de cette population qui travaillait de l'agriculture et simplement 3% de la population des villages. Alors, cette recherche sur la Galicie orientale a d'abord été une recherche dans les sources, comme l'a mentionné Alain. J'ai principalement travaillé avec la Commission extraordinaire d'État soviétique, ou CGECA, qui est une commission qui a enquêté à partir de la libération des territoires, donc à partir de 1943, sur tous les territoires libérés par l'Armée rouge, et précisément donc sur cette région d'Ukraine de l'Ouest, à partir de 1944. Donc cette commission d'enquête est allée dans chaque village pour établir les crimes qui ont été commis par l'occupant nazi et ses collaborateurs locaux. Malheureusement, cette commission est plutôt assez fragile concernant la région de Lviv, pour des raisons que j'ignore, mais il y a des commissions qui sont plus fournies d'une région à l'autre. Et en l'occurrence, il y avait une vraie frustration parce que dans la région de Lviv, il y avait eu énormément de massacres. Alors, j'ai évidemment complété ce travail sur la Tchégueka avec l'étude de procès d'après-guerre de membres des Einsatzgruppen et notamment de l'Einsatzgruppe C qui passe dans la région dès le tout début de l'opération Barbarossa, ainsi que une source qui est, hélas, je trouve peu utilisée, qui sont les Yizkor-Bücher, les livres du souvenir, principalement rédigés en hébreu et en yiddish, mais dont, d'ailleurs, si cela vous intéresse, une version anglaise est disponible en ligne, du moins de manière partielle. Et dans ces Yizkor-Bücher, justement, j'ai pu trouver des traces d'exécution, notamment dans des tout petits villages, qui ne sont répertoriés nulle part ailleurs. Et ça, c'était extrêmement intéressant. J'ai justement pu confirmer ces exécutions en utilisant les témoignages de la Shoah Foundation de Spielberg, où de rares survivants juifs ont pu aussi témoigner de ces petites exécutions, entre guillemets, dans les villages. Et c'était quelque chose d'extrêmement important parce que je me suis rendu compte, au cours de ces recherches, que les pogroms, donc vraiment de la fin juin, début juillet 1941, n'étaient pas qu'un phénomène urbain, comme on avait l'habitude de le croire, notamment en raison des sources allemandes qui documentent largement le pogrom de Lviv ou d'autres pogroms avec des photos des compagnies de propagande, mais qu'il y avait eu aussi dans ces villages des violences commises à l'encontre des quelques familles juives qui y habitaient. Et effectivement, en se rendant sur place avec les équipes de Yara Dinunum, on a pu aussi constater qu'il y avait eu des massacres au fin fond des villages, au fin fond des Carpates, ou le long de la Tcheremoche qui sépare la Galicie orientale et la Bucovine, dont parlera peut-être Diana tout à l'heure. Donc déjà, il y avait cet aspect vraiment intéressant de pouvoir documenter le sort de ces Juifs des campagnes qui est scellé très rapidement, c'est-à-dire dès le début du mois de juillet 1941. Et en plus,
sans présence allemande. Donc tout ça m'a beaucoup interrogée, et c'est pour ça que j'ai décidé de rétrécir la chronologie de ma thèse pour qu'elle se concentre véritablement sur les toutes premières semaines de l'opération Barbarossa. Ce qui m'a intéressée, c'est de comprendre le basculement de cette région dans une première étape de l'anéantissement des Juifs. Effectivement, dès le 22 juin 1941, il y a des premières fusillades qui éclatent en Ukraine de l'Ouest, notamment dans la ville de Sokal, où 11 Juifs sont immédiatement fusillés par des officiers de l'armée allemande. Ça, c'est documenté par la Tchégueka, mais aussi par des survivants juifs. Immédiatement, les Juifs sont pris pour cible. Sur les 3 premières semaines de l'opération Barbarossa en Ukraine occidentale, plus de 90% des victimes civiles sont des Juifs. Donc ils sont clairement la cible et de l'Einsatzgruppe C, mais également des troupes de la Wehrmacht qui arrivent avant, qui ont 5 jours d'avance d'ailleurs sur l'Einsatzgruppe C, et qui commettent eux aussi des massacres, parfois de manière très désorganisée, et en ciblant par exemple de manière assez fréquente les synagogues, qui sont régulièrement détruites. Et ce sont des scènes qui rappellent d'ailleurs ce qui s'est déroulé en Pologne en 1939, où très fréquemment les synagogues étaient également détruites ou brûlées, les livres sacrés brûlés sur la place publique, les rabbins humiliés, etc. Donc ces scènes de septembre 1939 se retrouvent en Ukraine de l'Ouest en juin-juillet 1941. Il est apparu également, à travers ces recherches, que les Allemands avaient à cœur de mettre en scène leur arrivée sur le territoire soviétique, de pouvoir mettre en scène le début de l'anéantissement de l'Union soviétique et de se présenter eux-mêmes comme les libérateurs de ce territoire, des libérateurs de populations qui auraient souffert sous le joug judéo-bolchevique. Et pour ce faire, ils se sont appuyés également sur des réseaux de nationalistes ukrainiens qui ont été chargés de provoquer des pogroms ainsi que d'accueillir les Allemands en libérateurs dans les bourgades les plus importantes. Il y a une lettre d'Heydrich du 29 juin 1941, que d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on n'aurait jamais dû la retrouver, cette lettre. D'ailleurs, il n'aurait jamais dû l'écrire. Tout cela aurait dû rester oral, confidentiel. Mais face à l'urgence de la situation, Heydrich décide d'écrire aux chefs des Einsatzgruppen pour leur dire qu'il est très important de provoquer ces pogroms et surtout de faire en sorte qu'on ne remonte pas jusqu'aux Allemands. Et ça, on sait que c'est un ordre qu'il a déjà émis de manière orale dès le 16 juin 1941 lors d'une grande réunion avec les chefs des Einsatzgruppen. Et comme lui est sur le terrain, il est dans la région de Białystok à ce moment-là, il se rend compte que l'Einsatzgruppe B n'avance pas assez vite et donc il veut mobiliser davantage les Einsatzgruppen en leur disant voilà, c'est maintenant qu'il faut provoquer ces pogroms. À partir de ce moment-là, ces chefs des Einsatzgruppen vont mobiliser les antennes locales des nationalistes qui, eux, sont aussi organisés, qui ont aussi l'habitude de la clandestinité dans cette région, et vont à leur tour adresser à la population locale une sorte de permis de tuer. Et c'est pour cela que j'avais intitulé ma thèse ainsi, « Permis de tuer les Juifs » pendant un laps de temps donné, entre 24 et 48 heures, permis de piller aussi tous ces biens. Et à la fin, les Allemands arrivent comme ceux qui vont rétablir l'ordre, qui vont stopper ces pogroms. Dans les villes, évidemment, les Allemands documentent ces pogroms avec les compagnies de propagande. Il y a des films dans les actualités qui circulent dès le début du mois de juillet 1941 dans les cinémas allemands. Et toutes sortes de photos sont prises, notamment lors de la découverte de corps dans les prisons du NKVD, à Lviv, mais aussi dans de nombreuses autres localités de Galicie orientale. Et ce sont les Juifs qui sont forcés d'extraire les corps de ces prisons
Et tout cela est photographié comme pour essayer de montrer un lien presque physiologique entre le soi-disant bourreau et sa soi-disant victime. Et les Juifs sont ainsi mis en scène comme des complices du régime soviétique, complices de ces atrocités. Et la propagande nazie explique que c'est pour cela que la population locale se venge finalement des Juifs. Néanmoins, et c'est pour ça que j'ai consacré toute une première partie à l'avant-guerre, j'ai voulu justement m'intéresser sur ces relations entre juifs et non-juifs et sur expliciter les causes qui ont fait que dès le 22 juin 1941, il y a des voisins non-juifs qui sont devenus les tueurs de leurs voisins juifs. Et c'est ce moment de bascule que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Et il y a un certain nombre de données, on va dire, socio-économiques qui ressortent, une sorte de ressentiment de la part d'une partie de la population locale envers les Juifs qui se manifeste à ce moment-là, mais également le recours à des slogans chrétiens aussi pour mobiliser davantage la population. Et là, des prêtres uniates, donc gréco-catholiques, jouent un rôle particulièrement sinistre dans certaines localités, car ce sont eux qui vont servir de relais à l'information de pogroms et inciter leurs ouailles à tuer les Juifs. Et c'est particulièrement efficace dans les campagnes. Néanmoins, et cela c'est intéressant également, certains prêtres se sont opposés à la tenue d'un pogrom, et quand le prêtre s'oppose, il n'y a pas de pogrom. Ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a encore un libre arbitre qui est possible, et que quand un homme d'une certaine stature dans un village, un leader, s'oppose à ces pogroms, le pogrom n'a pas lieu. Mais quand il l'encourage, le pogrom a lieu. Et ça, ces relais locaux jouent un rôle absolument fondamental parce que l'autorisation allemande ne suffit pas. Il faut aussi une caution locale pour permettre à une frange de la population de commettre ces pogroms. Alors, j'ai pu voir que durant ces toutes premières semaines de l'opération Barbarossa, il y a eu environ 20 000 victimes juives. Effectivement, ces pogroms sont beaucoup moins meurtriers que les grandes fusillades massives commises en parallèle de ces pogroms ou par la suite de l'invasion de l'Union soviétique. Et je dirais qu'il s'agit là d'une sorte d'inauguration de l'anéantissement des Juifs sur ce territoire. Dernière chose qui m'a marquée avant de pouvoir passer la parole à Diana, justement, pour pouvoir comparer nos différents terrains de recherche. Ce qui m'a frappée, c'est la multiplicité des acteurs dans ces massacres. Donc, je vais parler côté allemand, la population locale, mais il y a aussi l'armée slovaque qui participe, des soldats hongrois, également des soldats roumains qui viennent faire quelques incursions en Galicie orientale, des membres des bataillons de police, des Waffen-SS. Effectivement, le spectre des auteurs est extrêmement vaste. Et au sein même de la population locale, il y a également des femmes qui participent à ces massacres, ou du moins qui vont participer massivement au pillage qui, lui, est vraiment systématique de la population juive. Donc, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse continuer à débattre ensemble. Merci bien. Merci bien. Effectivement, je pense que la comparaison va être particulière. Enfin, merci bien déjà pour cet exposé très très intéressant. Et la comparaison sera d'autant plus intéressante qu'on passe sur un territoire où l'armée allemande était naturellement beaucoup moins présente, puisque c'était l'armée roumaine, et où les structures initiales étaient aussi très différentes. Donc ça sera, je suis vraiment très heureux que Diana Dumitrou ait pu venir et accepter de participer à ça, parce que ça donne deux territoires qui sont contigus, entre Galicie, enfin presque contigus complètement même, et comme va le montrer la carte, et en même temps de nature très très différente, tant dans la manière dont ils ont été occupés que dans les structures sociales, religieuses, etc. Donc Diana, please, could you
Probably. Could you speak? Please, Sorry. Thank you. First of all, good evening. I Bonsoir. do want to say a couple of words of thank you Je to the voudrais organizers remercier for making les such a organisateurs wonderful pour event, avoir my colleagues organisé speaking un here on the tel panel, événement, and to mes the collègues audience, sur ce like, panel after a long et le and busy public day, like, qui est being venu here, après une journée for such a, très like, serious and not a happy topic. occupée certainement So, pour nous écouter. Indeed, there are Donc many en effet, parallels, and il you y a will énormément hear, de like, a lot parallèles in et vous allez common, but also some entendre beaucoup de specificities choses of en the commun, area. mais aussi des So, certaines I spécificités dans les decided deux to zones. focus J'ai on décidé de me one region concentrer that sur also une happens région to be the country of where I'm coming from. qui est So aussi you le see pays the dont word je Bessarabia, viens, and I don't la have the assumption that Bessarabie. everybody should know Je what's ne Bessarabia. pense Where pas is peut-être que Bessarabia? tout le monde Well, sait où se like trouve la roughly, Bessarabie. you know, you can look at this En fait, map, vous pouvez regarder and cette it carte shows ici Bessarabia there qui vous on the map. montre la Bessarabie sur la It's carte. Donc, more or less coterminous with today's Moldova. Well, with c'est less than peut-être un territory petit here and there, plus but, ou moins là où se trouve la otherwise, Moldavie and the aujourd'hui. country that is today C'est Republic of Moldova La was like République de inside la Moldavie, medieval donc Principality of Moldova, donc, inside Tsarist Russia, inside Romania, à l'intérieur inside de la Soviet Union, Roumanie after également Moldova et had been aussi conquered. de la And then Romania Lituanie. comes in 1941, La Roumanie est arrivée en occupies it 19... until La Roumanie est 1944, arrivée en and then Soviets come again. 1941, l'a occupée Well, jusqu'en just not to 1944. bother you, but just to Pas pour vous give you ennuyer, the hein, sense that it's a- mais pour vous it's donner a une idée. borderland territory C'est with a very un complex territoire identity. donc frontalier avec And une where identité people's très loyalties complexe. are, you know, kind of like somewhere in between. And they best friends to themselves, and they Et don't want any kind of les- changes because changes usually Les bring habitants ne voulaient enormous pas voir fortunes. aucun changement dans ce uh, territoire. But I want in this the specificity of Romanian Les Holocaust spécificités is that donc, the de Romanians were l'Holocauste in roumain, charge. c'est que les Roumains, en There fait, were étaient Germans here chargés who de were cet doing Holocauste. some of the killings as well, Les and that's Kupi Roumains, les especially. locaux faisaient But certaines it was the Romanian army, the Romanian des government was in exterminations, charge, mais le the gouvernement Romanian gendarmes, roumain the était ones vraiment who chargé de tout really cela. Les did most gendarmes of the killing. roumains qui ont fait la And the plupart specificity is des as meurtres, such that des usually in villages, assassinats. they killed all population, Ils ont and we're talking about Bessarabia and Bukovina. donc And then population from sont attaqués à towns, toute la they had a population second chance because they were juive. transported Les by foot populations to the donc, territory des that you see villes here, étaient Transnistria. transportées à pied. So, Donc, avaient but I'm plus de going to chances de speak s'en about tirer. another Je vais vous actor parler maintenant that was also d'autres very active, acteurs the qui civilian étaient également population of très Bessarabia. actifs. C'est My la population former fellow civile countrymen de la are usually Bessarabie. peasants, usually En from général, ce villages. sont And des that's another interesting paysans, parallel, des speaking about, villageois. like, most Et c'est of the intéressant de violence that comparer cela happened in Bessarabia avec votre was in présentation. La villages. plupart The des violences qui ont pogroms été here, I commises put ont on the été map for commises you dans des around, like, villages. 30 Ici, vous avez la villages carte where we do have avec 30 documented cases villages qui where ont des cas groups, documentés and ou I'm des not talking groupes. just one or two persons, like the Et on ne groups of parle pas de une ou deux personnes, des participated groupes de civils into qui ont massacres. participé à ces massacres. And you see most of them in the Vous center voyez, and la the north plupart of the se country, trouvent donc au also centre et au because this nord is du where pays. Jews mostly lived, C'est so là that où se coincides trouvaient la with the plupart des geography. Juifs. C'est là où vivaient la plupart des So Juifs. now, Eh bien, of course, maintenant, it's like difficult to bien sûr, say, il est like, everything difficile I want to say, and I de said dire in the tout ce book que je and veux dire, more. tout ce que je veux But, dire dans like, cet to ouvrage. explain Mais the kind j'explique of donc violence le that we're type de talking violence here, and that I dont nous collected parlons from ici et a que number j'ai of pu archival donc materials, lire dans un including certain the nombre de post-war matériaux trials d'archives, notamment that dans Marie les mentioned. I also worked with procès the de l'après-guerre post-war que trials from Marie my region, donc a because it was in mentionné, the les Soviet scheme. procès d'après-guerre et They aussi caught dans a ma lot of the région, perpetrators, they put them on où nombre trials, d'auteurs and ont in été those donc documented arrêtés et qui ont investigation été and trial donc materials, we have an abundance jugés. of, like, Et nous avons donc Then une I abondance worked de with, documents. so those few survivors who Et survived les and they told their quelques stories, survivants them ont scattered all raconté around the leur world. histoire et ils also sont maintenant in répartis dans tout le monde. 2008, Et ce n'est qu'en I did some 2008, interviews 2009, with 2010 que j'ai Moldovans pu who happened to be interviewer des eyewitnesses of Moldaves those qui killings. avaient So you assisté put à all ces those massacres. together, and that's the stories Donc, that you come across. j'ai rassemblé You cela et c'est ce qu'on see en stories retire. of
On voit des histoires de violence qui commencent immédiatement. Les soviétiques se sont retirés et la population juive, mais pas uniquement ukrainienne et moldave également, ont essayé de partir devant les Roumains qui arrivaient. Et ce que les paysans locaux ont fait, ils se sont rassemblés à des points de sortie du village et ils ont battu les Juifs ou les ont tués ou dans le meilleur cas, ils les ont amenés dans d'autres villages où les Roumains étaient en train d'entrer. Et ils savaient que les Roumains allaient les tuer. Mais pour eux, ce n'était pas important de savoir si c'était des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées. On a des témoignages de cela dans tous les villages. Et puis, il y a des assauts, des Juifs qui ont été énormément battus, des Moldaves qui ont pénétré dans les domiciles de ces personnes et qui ont tout pillé. Alors, voilà, c'est un survivant qui a survécu. En fait, ils ont vu comment les Moldaves se comportaient. Il a violé les femmes, des histoires vraiment atroces. Et chacune de ces histoires a été répétée selon des variations différentes et dans des villages différents. Et ici, un autre extrait d'un document d'après-guerre. Cela vient du massacre de Sepeloti et 2 femmes étaient parmi la liste des auteurs. Et elles ont en fait arraché les dents en or des victimes. En fait, il y avait un grand groupe de paysans locaux qui aidaient les Roumains, qui les tuaient avec leurs fusils. Et quand ils n'avaient pas de fusils, ils utilisaient leurs outils agricoles. Et il y a 2 personnes qui ont vu cela. Personnellement, j'ai vu comment Lupin Pesci lui-même a tué la famille d'Aaron Greenberg, sa femme et sa fille de 12 ans. Et j'ai également vu le meurtre de la famille Luterman à Astra et sa famille et son mari. Et les meurtriers de ces familles sont Telefko, etc. Et de plus, outre ces meurtres brutaux, Lupin et Telefko ont abattu un grand nombre de Juifs. Et en fait, il y a également une famille juive, mais je ne connais pas le nom de cette famille. Elle a essayé de fuir, elle a été rattrapée. La femme avait un petit bébé dans sa main. Et quelqu'un s'est approché d'elle et a commencé à rire sans se rendre compte de la gravité de la situation. Et en fait, Lupin a tué l'enfant et après sa mère. Et sur les photos qu'on a de cette époque, on voit les visages ensanglantés des personnes. Et on ne voit pas ça dans les livres d'histoire en Roumanie, mais on reconnaît bien le fait que ces personnes ont été battues. Et pendant les déportations, vous voyez les manifestations de haine qui ont explosé. Et en fait, ce sont les conditions dans lesquelles les survivants ont dû des fois marcher pendant des semaines, des fois des mois. Certains ont commencé en été, d'autres en automne, et donc il faisait froid, il y avait de la boue, et comment pouvez-vous vous imaginer de parcourir de telles distances avec des enfants dans les bras. Mais pendant cette déportation, on a des témoignages de la façon dont certains Moldaves étaient là avec des gros bâtons, des battes, et ils battaient les Juifs qui passaient devant eux. Certains les tiraient parce qu'il y avait des centaines de personnes. Ils essayaient de kidnapper certaines personnes pour ensuite les tuer.
Parfois, dans le deuxième cas, il y avait une sorte de deal avec d'une femme moldave avec un soldat roumain. En fait, elle a tiré une femme, l'a mise derrière une botte de foin, lui a dérobé tout et puis elle l'a tuée. Et ce ne sont que des exemples. Ce ne sont pas des cas uniques, ce sont des choses qui se sont produites de nombreuses fois. C'était une sorte de tendance, je dirais. Et des fois, les convois s'arrêtaient pour se reposer. Et là, il y avait des attaques de la part des locaux qui venaient les abuser ou les voler ou leur retirer leurs dents en or, leur arracher leurs dents en or. Et comme vous l'avez dit, on voit que la principale explication doit avoir trait à cette image-là, à savoir qui sont les Juifs. Et ici, on a une caricature qui vient d'un journal très populaire à l'époque, qui explique on voit ce petit paysan très maigre qui porte un gros sac de blé et la personne qui est grosse, c'est le juif qui regarde. Et vous comprenez, en fait, c'était des situations très injustes. Et en fait, le ressentiment local, c'est ce que l'on ressent à plusieurs reprises, tout particulièrement lorsque on fait des entretiens, et même lorsque ce sont des commentaires bénins, comme ceux que j'ai dit au début par rapport à ce que les gens disaient, à savoir ils étaient mieux habillés, mieux nourris, nous étions plus pauvres. Les enfants juifs amenaient des pâtisseries à l'école et d'autres choses que on n'avait jamais vues avant. Et d'autres étaient encore plus directs en disant les Yidds, ils montaient les Moldaves, travaillaient les Moldaves, devaient travailler le blé. Les pauvres Moldaves n'avaient pas d'argent et ils devaient emprunter de l'argent auprès des Juifs qui ne travaillaient pas et exploitaient les cultures. Et ensuite, ils prenaient tout. Et il y a un autre exemple qui illustre bien cela, ce ressentiment en raison de la perception que les Moldaves avaient, à savoir qu'ils travaillaient dur, ce qui n'était pas le cas des Juifs. En fait, le cas d'un village qui a essayé d'arracher une femme à un convoi et l'amener vers un soldat et il a montré les mains de cette femme en disant « Regarde qui est-ce qui travaille ?» parce que les mains de cette femme n'étaient pas calleuses. Cette femme n'avait jamais travaillé la terre et il voulait que cette femme soit abattue parce qu'elle ne travaillait pas dur. C'était lui, le Moldave, qui travaillait dur. Et ces idées ne venaient pas de nulle part. En fait, on a aidé les paysans à comprendre le monde d'une certaine façon. Donc, cela a été aidé par les partis politiques. Et c'est la première fois où les paysans ont reçu le droit de voter. Et beaucoup de partis étaient en concurrence. Et il y avait des partis qui étaient tout à fait antisémites. Et ces partis n'avaient pas honte de dire
oui, quand on arrivera au pouvoir, on prendra tous les Juifs pour vous le redonner. Et c'est eux qui ont reçu le meilleur soutien en Bessarabie. C'est eux qui ont eu les résultats les meilleurs. Il y avait d'autres partis qui étaient plus religieux, mais ils étaient beaucoup moins populaires que ces partis antifascistes en Bessarabie. Et ce qu'ils se disaient, les Moldaves, oui, on va bien vivre parce que nos frères roumains arrivent. Et on ne peut pas oublier le rôle joué par l'intelligence. Il y a Nicolas Iorga, qui est un historien très célèbre. Et ici, je suis sûre que beaucoup de personnes le connaissent parce qu'il a publié beaucoup d'ouvrages. Il a enseigné à l'université et même à l'étranger. Et il a été brièvement Premier ministre. Et c'était le pire des antisémites. Et pour vous donner une illustration de la façon dont il exprimait ses vues, il disait il rase nos églises, ils prennent nos boutiques, ils occupent nos emplois. Et en fait, ces gens qui avaient une sorte d'autorité et un statut social avaient un impact sur ces jeunes générations qui allaient à l'université. Et les universités dans l'entre-deux-guerres sont devenues le terreau de l'antisémitisme. Et il y a une autre personne, un érudit très célèbre, considéré comme celui qui a inventé l'insuline, un biologiste, Nicolas Paolescu, qui a dit: est-ce qu'on ne pourrait pas les exterminer de la façon dont on extermine les punaises? Ça serait la façon la plus simple et la plus rapide de s'en débarrasser. Et donc, tout cela pour vous dire que tous ces efforts pour convaincre la population venaient des milieux représentés et les autorités. En fait, ces personnes avaient une influence sur la population locale. Et là, j'ai un extrait d'une lettre qui était dans les archives nationales de la Moldavie d'un enseignant de Bessarabie qui écrivait à un ami et qui disait: tu sais quel est l'objectif final de ces plans de qui polluent notre air et nous empoisonnent avec le jus de vipère qui ressort de leur peau. Les Juifs les plus dangereux sont ceux qui viennent de Bessarabie, de Bukovine et de Maramour. Et tous les enseignants du district et toute personne qui est chrétien espèrent qu'on aura bientôt un baume qui va nous donner, quelque chose qui va nous donner un baume, et c'est le parti LANC, à savoir le parti antisémite dont je vous ai parlé plus tôt. Et je vais m'arrêter là et je suis prête à discuter avec vous de tous les aspects dont j'ai parlé dans ma présentation ou toute autre question. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention aussi très très intéressante, et je vais peut-être qui ouvre vraiment la question des comparaisons. Je vais peut-être lancer la discussion parce que c'est toujours un peu difficile en posant 2-3 questions, et ensuite donc je vous donnerai la parole. Donc la première question qui me vient en vous écoutant toutes les deux, c'est sur la question des disparités territoriales. Et en vous écoutant, ce qui m'a pas surpris mais interrogé, c'est que d'un côté, Marie Moutier a surtout mis l'accent sur justement quelque part le rôle de l'avancée des armées, l'incitation par ça, et qui conduit en fait quelque part à une spontanéité des massacres, enfin pas une spontanéité, au droit, comment c'était le titre de la thèse, droit de permis de tuer.
alors que Diana a beaucoup plus mis l'accent sur ces territoires, sur une spontanéité qu'on dirait presque indépendante, qui naîtrait dès que la guerre s'engage, et qui n'est pas incitée par l'avancée des armées. Et je me demandais si ça révélait quelque part des comportements différents, ou si c'était plus de votre part, dans ces exposés qui ne peuvent être que très courts, un accent mis sur un des aspects ou sur l'autre aspect. Est-ce qu'on peut considérer que, donc, sur les territoires que tu étudies, Diana, la spontanéité a été plus grande que sur les territoires de l'Ukraine, et que c'est moins incité par l'armée, en particulier parce que c'est l'armée roumaine? Ça, c'est ma première question. Je vous laisse un peu répondre, parce que je pense que, juste un point, la question justement de la disparité des acteurs, des actions, des spontanéités à nouveau, c'est une histoire qui est en train de s'écrire. Vous contribuez beaucoup à ça, mais elle est extrêmement difficile à écrire. Est-ce que le paysan polonais agit plus de façon spontanée contre le juif que le paysan moldave ou que le paysan de Galicie? Et comment traiter ça, d'ailleurs? Ça me paraît qu'il y a un sujet extrêmement difficile. Diana, peut-être, and after that, Marie. Yeah. I have a piece to add to this. Je dois ajouter Because actually quelque the Romanians chose. also En made fait, plans les of Roumains having ont groups. fait des plans They pour made even faire teams, des groupes. and we found documents. On a They were trouvé des planning that documents, you'll en have fait, groups qui montraient qu'ils go ahead planifiaient on this qu'il y aurait route, des and groupes they qui will, like, iraient de galvanize, l'avant local sur population to la increase the route des territory. convois et qui Now, the galvaniseraient les interesting gens thing is that locaux. in those routes Et and sur those ces maps that they trajets et produced, sur nothing les happened. cartes And we don't qu'on know a why. eues, rien ne Is s'est it that they passé et on ne didn't sait pas find the right pourquoi. people Est-ce to qu'ils n'ont pas act? trouvé les bonnes Is it that they personnes were caught by, ou est-ce qu'ils ont Soviets été in the process? arrêtés par Maybe les someday we'll find soviétiques? documents and we'll know Peut-être more. qu'un jour But the on trouvera pogroms des actually documents et occurred on in en totally saura different places, plus, mais les not the pogroms ones that, ont eu lieu dans in the des maps. endroits différents, So, mais pas ceux qui étaient another marqués important sur point leur that I did not mention, plan. but it's Autre definitely point part que of the je n'ai story, pas mentionné, mais qui nationalism. fait partie And de nationalism in your l'histoire, story c'est is an le important, nationalisme. Et piece ça, c'est because un of the point Ukrainian important, nationalism étant that was donné le strong, that was nationalisme vibrant, ukrainien and qui they était were, fort, like, vibrant, chosen as a et kind of qui like the arrow, you know, to et them. en fait, In case les of Ukrainiens Moldovans, étaient I kind choisis of comme des alluded already héros. that the Eh bien, nationalism is like les Moldaves, chez eux, comme je l'ai dit, le nationalisme était presque non existant, ou plutôt ambivalent. Et il n'y avait pas de nationalisme local très fort. Donc, il serait très difficile de galvaniser la population sur la base de l'esprit nationaliste. Mais les choses qui ont galvanisé la population sont difficiles à identifier. Et je pense que c'était une sorte de... c'était des gens locaux plutôt désorganisés. Et les Allemands ont essayé de faire la même chose dans l'Ukraine soviétique et ils ont découvert que le nationalisme était faible dans l'Ukraine soviétique et les Allemands disaient « Ah, les populations locales détestent les Juifs mais ne veulent pas agir contre eux ». Donc le nationalisme, c'est un autre point important dans l'histoire. Effectivement, c'est une remarque très importante. Marie, vous voulez intervenir également? Oui, alors je dirais que ce qui est très frappant dans ce que Diana a montré comme exemple et ce que j'ai pu voir en Galicie orientale et notamment à travers les témoignages recueillis avec l'association Yahad et Nounoum, c'est que les locaux ont intégré dès le départ que les Juifs étaient une cible et que les Juifs n'avaient été dépourvus de tout droit. Et c'est quelque chose qui est vraiment frappant parce que voilà, on le retrouve en Bessarabie, on le retrouve en Galicie orientale et à ma connaissance, on le retrouve aussi dans un territoire comme la Lituanie. C'est cette immédiateté où vraiment les locaux comprennent que les Juifs sont dépourvus de tout droit et dès la retraite des Soviétiques,
ils vont s'en prendre à eux, avant même qu'il y ait une occupation bien installée qui se mette en place. Et c'est quelque chose d'assez frappant. Et je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais, Diana, sur la manière que les locaux, notamment les paysans, ont de voir les Juifs. Ces discours que tu as pu recueillir, on a vraiment recueilli les mêmes dans le reste de l'Ukraine de l'Ouest, avec Yaran et Nounou. C'est quelque chose d'extrêmement frappant de voir cette idée que tout le monde est très pauvre dans ces régions, mais les Juifs vivent un petit peu mieux, qui ne travaillent pas exactement de la même manière, c'est qu'ils ne se salissent pas les mains, que ce sont finalement des intermédiaires aussi entre les villes et les campagnes, et c'est aussi sur eux que vont se cristalliser toute une sorte de ressentiment socio-professionnel, socio-économique et aussi culturel. Il y avait la question, par exemple, du Shabbat, qui revenait très régulièrement dans ces interviews qu'on a faites en Ukraine de l'Ouest, où les Ukrainiens interviewés disaient que les Juifs ne travaillaient pas le samedi, qu'ils payaient les chrétiens pour allumer le feu, etc. Et il y avait une sorte de relation déséquilibrée, de fait, entre Juifs et non-Juifs, et qui est très présent dans les témoignages qu'on a pu recueillir. Et quand je parle de témoignages, on a travaillé pour l'Ukraine de l'Ouest sur un corpus de plus de 500 témoignages. Sachant que je pense qu'entre le ressentiment, effectivement, qui d'ailleurs n'est pas, je pense, limité à ces régions, et le passage au meurtre, au massacre, justement, c'est là que la question du nationalisme, de l'action des États, de l'action peut intervenir, parce que c'est le passage au meurtre, en fait. Le ressentiment, on pouvait aussi l'observer en France. Tout à fait, mais c'est qu'il y a une autorisation, en fait, de la part, évidemment, des Allemands, mais aussi, surtout, de ces structures locales, de ces leaders locaux, qui donnent le feu vert pour s'en prendre aux Juifs. Parce que ça me fait juste penser à une autre... Enfin, ça n'a pas grand rapport, mais ça en a un sur justement... Enfin, c'est pas l'autorisation, mais quand les Soviétiques occupent la Pologne orientale, qui devient d'ailleurs ce territoire, il y a effectivement pas mal d'actions des Ukrainiens contre les Polonais, pour des raisons analogues d'ailleurs, où les Polonais qui étaient venus sur ces territoires étaient plutôt plus riches. Mais bon, ça passe pas au massacre, ça sera plus tard, là, quand les Allemands sont présents avec la Volhynie. Mais et du coup, c'est vrai qu'on a ce sentiment qu'il y a certains moments, le ressentiment s'exprime, mais de manière assez différente aussi. Je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de massacres de Polonais dans cette période, mais énormément d'expulsions en 1940. Oui, en effet. Et d'ailleurs, il y a le journal intime d'un juif de Lviv, qui écrit vraiment vers le 22-23 juin 1941. Il dit, en fait, lui, il est persuadé que les Ukrainiens qui commencent à s'organiser entre eux vont s'en prendre aux Polonais. Et finalement, ce sont les Allemands qui disent non, on ne s'en prend pas aux Polonais, on s'en prend aux Juifs, on s'en prend aux collaborateurs des Soviétiques. Mais pour l'instant, on ne touche pas aux Polonais. Et c'est frappant de voir que, d'ailleurs, certains témoignages de Polonais de la région disent qu'ils se terrent chez eux pendant ces pogroms de Juifs parce qu'ils pensent vraiment être les prochaines victimes. Oui, tout à fait. You want to add something about that? I can say a couple of words. It's definitely very important. Effectivement, c'est très important qu'il y ait ce feu vert de l'État. Et même lorsqu'il n'y a pas l'État qui dit « allez, vous pouvez y aller », les paysans de Bessarabie, ils connaissaient le message des autorités roumaines. C'est la même chose en Lituanie et en Pologne. Ils savaient ce que pensaient les autorités. Et il est intéressant de penser que les soviétiques étaient puissants et leur faisaient peur, mais en fait, ils ne prenaient pas au sérieux le message de l'État soviétique. Ils croyaient davantage dans le message des autorités d'entre-deux-guerres. Et en fait, certains des Polonais qui vivaient dans cette région et ainsi qu'en Bucovine disaient que tous ces pogroms ont démarré, ou lorsqu'ils ont démarré, certains Ukrainiens locaux ont demandé s'il était le temps de s'attaquer, c'était le moment de s'attaquer aux Polonais ou pas. En fait, ils attendaient l'accord de l'État parce que pour eux, ils avaient compris que les Juifs, maintenant, ils étaient
étaient en dehors de leurs frontières, donc on pouvait s'en prendre en eux. Ils ont choisi les Juifs et pas les autres nationalités. Donc, le rôle joué par les autorités est donc très important ici. Pardon, je sais plus en plus, mon anglais est quand même pas terrible. Je vais poser une autre question. Après, j'ai plein de questions et je vous laisserai en poser et éventuellement je compléterai. Non, c'est une question qui est quand même plus sur les sources. Parce qu'effectivement, toute cette histoire, elle a pu débuter ça commence à faire longtemps, mais il y a une trentaine d'années, quand on a découvert les sources de la commission extraordinaire d'études des crimes nazis soviétiques. Je rappellerai d'ailleurs le travail pionnier de Nathalie Moine sur ces questions. Quand on a découvert aussi les procès contre les collaborateurs, enfin les procès d'épuration de l'après-guerre, plus les campagnes de témoignage. Ce sont des sources qui sont d'émanations diverses, mais les premières sont d'émanations soviétiques. Les dernières sont des témoignages qui ont été recueillis à partir, en gros, essentiellement de 91, 89, 91. Une de mes questions, c'est est-ce que, la fiabilité de ces sources, maintenant, on a toujours mis en cause, mis en doute les sources soviétiques. Il est clair que les énormes travaux qui ont été menés, justement, entre autres par Diana et Marie, mais par d'autres aussi, ont montré quand même la fiabilité des sources des procès d'épuration, ou une certaine fiabilité. Là, déjà, j'ai une question, jusqu'où va cette fiabilité? Et moi, j'ai le sentiment un peu qu'effectivement, la grande différence entre les procès staliniens d'avant-guerre et éventuellement d'après-guerre sur d'autres questions, et ceci, c'est qu'effectivement, il y a eu des crimes, et donc, voilà, et on a le sentiment que les enquêtes sont menées, ça dépend des années, mais de façon très approfondie, des enquêtes d'épuration, en tout cas à partir de 45-46. Mais est-ce qu'il y a, pour la commission extraordinaire, c'est pareil, à l'exception des fameux de Katyn, qui a été complètement monté, à l'exception de Katyn, il semblerait que les travaux de la commission extraordinaire sont très fiables. Donc ma question, c'est est-ce que les sources sont cohérentes? Est-ce que le fait d'utiliser des témoignages modifie quelque part le regard qu'on a sur ces sources? Et quelle approche critique doit-on avoir aujourd'hui justement sur ces sources? Et est-ce qu'il y a une différence entre les sources en Roumanie, justement, Moldavie-Roumanie, où les procès d'épuration sont menés par des autorités éventuellement roumaines et moldaves, qui est en Union soviétique, mais il n'y a pas la même loyauté qu'en Ukraine. Donc est-ce qu'on voit aussi des différences qui pourraient conduire à des différences qui seraient plus dues aux sources qu'au phénomène? Marie? Alors, concernant la fiabilité de la commission extraordinaire d'État soviétique, effectivement, elle n'est plus à démontrer maintenant. Il y a vraiment de très nombreux historiens qui l'utilisent abondamment. Néanmoins, pour ces toutes premières semaines de l'opération Barbarossa en Ukraine, il y a plein de choses qu'elle ne dit pas. Parce qu'évidemment, on ne va pas trouver dans la commission soviétique trace des atrocités commises dans les prisons de Lviv et dans bon nombre d'autres localités. J'ai cité Lviv, mais il y a aussi Ternopil, il y a Zbaraj, il y a Dobromil, etc. Et donc, elle n'en parle pas. Donc, elle est muette là-dessus. Et quand on la compare avec les sources allemandes qui, au contraire, ne parlent que de ça, on a cette nécessité d'aller voir d'autres sources. Donc, d'où les entretiens menés avec Harad Inounoum, d'où les témoignages de survivants juifs, d'où les livres du souvenir, etc., pour pouvoir aussi reconstituer cette histoire. Surtout que les sources allemandes sont bourrées de propagande, parce qu'elles, évidemment, ne véhiculent que le discours selon lequel la découverte des corps dans les prisons du NKVD est la cause des pogroms. Alors que pourtant, les ordres d'Heydrich datent d'avant ces découvertes, d'avant la découverte de ces atrocités, qui viennent finalement ajouter de l'eau au moulin de la propagande allemande. C'est vraiment une aubaine pour Hitler, qui va dépêcher d'ailleurs des journalistes étrangers de pays neutres pour documenter tout cela. Donc, on est quand même sur une période qui est extrêmement délicate à documenter, d'où l'idée de multiplier les sources. Et tout comme la question des procès d'après-guerre est aussi délicate, parce que ce sont principalement des membres de l'UN qui sont jugés. Beaucoup de ces procès, d'ailleurs, ne sont pas accessibles. Donc, ça pose aussi problème. Et évidemment, dans ces procès, il n'y a pas de mention de ces tout premiers massacres.
Oui, le problème des sources, c'est une grande question, et notamment pour les procès d'après-guerre. C'est un problème très sensible. Les gens, en fait, qui sont dans ces procès d'après-guerre, nombre d'entre eux ont des visions intéressantes en plus de l'antisémitisme. Parfois, ils disent qu'ils étaient aussi anticommunistes, anti-soviètes. Il y avait même des tentatives de réhabiliter certains d'entre eux après 1991. Donc, qu'est-ce que vous faites en tant qu'historien? Vous faites votre boulot aussi bien que vous le pouvez. Et donc, vous essayez de trouver différents types de sources, vous les comparez et vous essayez de voir est-ce qu'ils racontent la même histoire ou des histoires différentes. Je me rappelle donc d'un cas de Usrat Ruspan, une personne dont celui qui a tué une femme avec l'enfant. C'est exactement ce que j'ai fait en tant qu'historienne. Et il y a eu des personnes de ce village qui n'avaient jamais été au courant de cela. Et moi, j'ai des fichiers de ce village de personnes qui sont mortes depuis longtemps et qui, en fait, racontent la même histoire, qui donnent les mêmes noms, qui disent oui, donc ils ont été tués comme cela dans cette maison, etc. C'était vraiment extraordinaire. Lorsque vous essayez de rassembler le puzzle et que le puzzle correspond, j'étais absolument abasourdie de voir cela. Et bien sûr, comme je l'ai dit, un certain nombre de personnes ont survécu et ont apporté leur témoignage. Et donc, on doit comprendre que dans ces procès d'après-guerre, vous aviez également ces voix-là. Les personnes qui avaient survécu, dont les familles avaient été massacrées, ils ont parlé aux personnes qui interrogeaient, et ils ont donné des détails, des noms. Et au bout du compte, quand on leur demande est-ce que vous avez des choses à rajouter, oui, ils avaient des choses à rajouter. Ils parlent tous de choses qui n'ont pas été comptées parce qu'ils veulent parler d'une personne, par exemple, qui n'est pas approchée. Ils veulent que ces personnes soient également punies. Donc, vous devez comprendre que ces efforts de l'après-guerre, c'est pas tout à fait donc les ex-stalinistes de 1936-1938. C'est complètement différent. En fait, ce qui se passe à cette époque, c'est dans des batailles en interne. Staline qui essaie de consolider son régime. Ce qui s'est passé après la guerre, c'est qu'ils reviennent et ils veulent voir qui sont les méchants et qui sont les bons soviétiques. Ceux qui étaient donc du côté des autorités soviétiques et ceux qui étaient du côté des occupants. Et ils en ont attrapé beaucoup, y compris ceux qui ont attaqué en fait d'autres soviétiques. Et selon donc les autorités soviétiques. Et ils ont le plus grand taux de punition, de sanctions à l'époque. Les perpétrateurs de l'Holocauste eh bien, sont ceux qui ont les sanctions les plus douces. Et vous avez l'impression qu'entre la Roumanie et l'Union soviétique, it is different. But it's different in what sense? Oui, c'est différent en fait, parce que le système judiciaire est différent. Ils ont l'héritage d'un système légal un petit peu mieux. En fait, ils n'ont pas de loi, par exemple, pour punir telle personne. Et donc, il y a des petits trucs. Il y a ceux qui sont pris que les communistes, par exemple, n'étaient pas encore assez solides, assez forts. Et l'établissement en Roumanie essaie de protéger certaines personnes. Il y a un certain nombre de tueurs. Il s'agissait donc des patrons. Et donc, on leur a dit, allez vous cacher. Parce que moi, ici, j'ai ce document, ils vous recherchent. Donc c'est un environnement différent du fait des relations sociales, des valeurs qui ne pouvaient pas changer d'un jour à l'autre. La population
de l'établissement est très cohérent et c'est de se défendre mutuellement. Et donc, dans les années 50, on les a laissés partir. Merci beaucoup. Peut-être que nous allons avoir... Then please, we go from right to left. Deux, trois questions ensemble et tout à... Ah oui, je parlais en anglais, excusez-moi. Donc on ira de la droite à la gauche en prenant deux, trois questions ensemble et ensuite on prendra trois questions là et après. Oui, Madame Moutier-Bittan, moi j'ai lu votre livre avec intérêt parce que mes parents sont des rescapés de cette région. Donc, j'ai été surpris par ce que vous dites là sur les prêtres uniates pour ou contre, parce que d'après ce que j'ai compris, le métropolite, leur chef, plutôt pro-juif, il a sauvé des juifs. Donc ils n'obéissent pas à leur hiérarchie. J'ai l'impression que dans ces églises, j'ai l'impression que c'était pyramidal. Enfin, il a dû prendre position. Par ailleurs, si vous voulez, il est aussi, ce sont des gréco-catholiques, c'est-à-dire orthodoxes, mais qui reconnaissent l'autorité du pape. Donc, quelle est leur position, quelle est la position de ces uniates par rapport aux nationalistes ukrainiens qui sont anti-polonais? Vous voyez, c'est-à-dire, si vous pouviez éclairer ce point-là. Et le second point, moi, ce qui me frappe pour les Ukrainiens, c'est que ce n'est pas la première fois qu'ils massacrent des Juifs. C'est devenu une forme de tradition, et à grande échelle. Il y a déjà eu, au XVIIe siècle, les Chmielniki, là, qui a massacré, je ne sais pas combien, mais de manière... Et puis, après la Première Guerre mondiale et la fin du tsarisme, la guerre en Ukraine, je ne sais pas combien il y a d'armées, mais l'armée ukrainienne qui massacre à grande échelle les Juifs. Et là, on est à 20 ans avant ce qui se passe, et donc les gens sont encore vivants, on a encore les mêmes. Alors, vous dites que si les Allemands brûlent les synagogues, c'est qu'ils ont vu la nuit de cristal. C'est un effet d'entraînement, de mimétisme. Alors on se demande si les Ukrainiens, ils n'ont pas aussi à chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a des troubles, ils commencent à tuer les Juifs. Vous voyez ? Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que le pacte germano-soviétique a pu inciter un certain nombre de gens de l'Europe de l'Est à sympathiser avec les idées néo-nazis, nazis même, et donc appliquer dans ces pays-là ce que Hitler faisait vers l'ouest de l'Europe. Et puis la deuxième question, c'était pour Diana. Dans une des cartes, elle a montré la Transnistrie. Donc apparemment, elle existait bien avant la guerre. Et est-ce qu'elle était sous l'autorité de la Moldavie ou est-ce qu'elle était sous l'autorité de l'Ukraine? Je ne sais pas, parce qu'elle est entre les deux. Et actuellement, il y a 1800 militaires russes qui sont là-bas à la frontière avec l'Ukraine. Et ils risquent de créer des incidents avec la Moldavie. Une troisième question, et ensuite on fera des réponses, et après on reprendra d'autres questions. D'abord, merci pour les interventions, c'était vraiment très intéressant. En fait, ma question, elle rejoignait exactement la vôtre à propos des prêtres. Voilà, effectivement, est-ce qu'il y a eu des instances au niveau d'un clergé qui avait des positions officielles? Et dans ces cas-là, pourquoi certains prêtres, comme vous dites, d'un village à l'autre, les attitudes changeaient? Et je rebondis sur le fait, est-ce qu'il y a eu finalement, on n'en parle pas du tout, mais de la résistance quand même, une forme de résistance de la part des populations? Parce qu'on parle beaucoup d'une attitude de massacre et de persécution, mais est-ce qu'il y a eu des formes de résistance malgré tout connues? Merci bien. Donc on va laisser la parole d'abord à Marie, ensuite à Diana, pour ces différentes questions importantes, effectivement. Alors, les prêtres gréco-catholiques en Ukraine occidentale, vraiment en Galicie orientale, depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, occupent aussi une fonction politique extrêmement importante, notamment dans les campagnes. Et ils sont très, très liés au courant nationaliste ukrainien. Et ce sont eux, d'ailleurs, qui vont en diffuser les idées dans les campagnes. Donc, ils ont un très profond attachement
aux idées nationalistes ukrainiennes, et ça se vérifie justement en juin-juillet 1941, parce que ce sont eux qui vont être les relais de la parole des dirigeants de l'UN dans les campagnes. Et ils ont vraiment leur rôle spirituel et leur rôle politique qui est vraiment majeur. Ce sont eux vraiment les figures de l'autorité locale dans ces villages. Et en tant que fervents partisans de l'idée nationaliste ukrainienne, ils vont prôner l'épuration totale des Juifs du village. Et c'est quelque chose qui se vérifie dans de très nombreuses localités, même si le métropolite de Lviv a pris des positions pour calmer justement ces pogroms. Et d'ailleurs, le grand rabbin de Lviv ne s'y est pas trompé. Et lors du pogrom de Lviv, il va rendre visite au métropolite pour lui demander d'intervenir. Mais le métropolite, de toute façon, n'a pas a les mains liées parce qu'il y a évidemment les Allemands qui sont sur place et des dirigeants nationalistes ukrainiens qui, de toute façon, décident du pogrom. Ce n'est pas le cas dans les campagnes où ils ont plus de marge de manœuvre. Et le rabbin de Lviv, d'ailleurs, va être massacré quand il va sortir de chez le métropolite à Lviv durant ce pogrom. Mais donc, ces prêtres ont une position, la plupart du temps, extrêmement hostile aux Juifs. En revanche, j'ai trouvé des exemples de prêtres catholiques polonais qui ont tenté, dans ces toutes premières semaines, de cacher quelques familles juives chez eux. Ça a aussi eu lieu. Alors, concernant la tradition ukrainienne du pogrom, donc effectivement Khmelnytsky, Petlura, et je dois noter aussi que en septembre 1939, les Allemands font une petite avancée en Galicie orientale pendant 2 semaines, et à ce moment-là, il y a aussi des premiers massacres qui ont lieu avec l'appui aussi de nationalistes ukrainiens et de la population ukrainienne. Et dès que les soviétiques s'emparent de l'ensemble de la région, évidemment, les assassinats de juifs cessent. Donc effectivement, il y a cette mémoire des pogroms. Néanmoins, il y a toujours un cadre étatique ou une puissance militaire qui va lancer le pogrom. Vous voyez. Donc là, il s'agissait à la fin de la Première Guerre mondiale vraiment de ces groupes militaires qui lancent le pogrom, donc une autorité militaire. En septembre 1939, vous avez la présence des Allemands, et à nouveau, 22 juin 1941, départ des Soviétiques, où là, à nouveau, on s'autorise à commettre des pogroms parce qu'il y a un cadre légal, étatique, hiérarchique, qui incite au pogrom. C'est toujours encadré, finalement. Au niveau des pogroms, la hiérarchie joue, mais au niveau de l'Église, la hiérarchie ne joue pas. Les prêtres, c'est un peu ça de manière les prêtres vont se ranger du côté de la hiérarchie de l'UN, si vous voulez parler de hiérarchie. Alors, hiérarchie religieuse, Concernant oui, le pacte germano-soviétique, est-ce qu'il a un impact sur la population locale et l'inciter à collaborer? Je pense qu'il y a vraiment, c'est vraiment une question très complexe, il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte, notamment, d'ailleurs, Diana en parlait tout à l'heure, la question de la loyauté dans cette région envers tel ou tel pays. On est quand même dans une région qui a été austro-hongroise, puis polonaise, puis soviétique, puis allemande, puis à nouveau soviétique. Donc, vers qui se tourner, vers quelle loyauté? C'est vraiment une question importante. Il y a des histoires familiales qui sont aussi complètement paradoxales, avec un père qui a servi dans l'armée polonaise, un fils qui va servir dans l'armée rouge, et l'autre qui va être collaborateur des Allemands pendant l'occupation. Vous voyez, donc la région de Galicie orientale, pour ça, est extrêmement particulière. Madame, vous parliez de résistance. Alors, si vous entendez par résistance des tentatives de sauvetage de la population juive, elles sont extrêmement minces. C'est vraiment, il faut s'imaginer quand même qu'on est dans une région déjà où l'anéantissement des Juifs se fait de manière extrêmement rapide, extrêmement brutale. Et donc, dès le 22 juin 1941, les Juifs sont pris pour cible. Et ne perdons pas de vue que dès la fin août 1941, l'extermination des Juifs
elle est quasiment systématique sur l'ensemble du territoire soviétique, donc c'est extrêmement rapide. Les chances de survie sont extrêmement minces sur l'ensemble du territoire, et il ne faut pas oublier que, outre cette intensité de l'extermination, les Juifs sont dans un environnement qui est extrêmement antisémite. Merci. Juste sur le pacte, quand même, il faut bien voir que très souvent on a dit, par exemple, que ces violences avaient été dues à la propagande allemande sur le judéo-bolchevisme, mais bon, elle arrive plus tardivement. Et sur le pacte, ce qui est souvent mis en avant, en revanche, c'est le fait que c'est effectivement des territoires qui sont occupés par l'Union soviétique dès 1940 et où une collectivisation débute, etc. Donc il y a une hostilité forte qui se développe et qui peut générer effectivement ce type de comportement. Mais c'est plutôt cette dimension-là qui est mise en avant, me semble-t-il, qu'une dimension d'influence de la Nuit de Cristal ou d'autres. To carry on this, like Molotov-Ribbentrop Donc, Pact, pour because continuer, je voudrais vous dire que oui, c'est une question légitime. Est-ce que les gens étaient en colère contre le régime soviétique? Oui, mais d'accord, mais pourquoi attaquer les Juifs? Et ici, la véritable réponse, c'est que pour de nombreuses décennies, ils avaient été endoctrinés sur cette idée du judéo-bolchevisme. Et c'est ce que l'État roumanien a propagé pendant de nombreuses années. C'est ce que les Allemands disaient également. Nombre de personnes avaient cette propagande. Les Hongrois étaient obsédés par cette idée du judéo-bolchevisme. Donc, ils sont jetés sur les Juifs. Pour cela, il y a un lien qui a été construit ici, dans l'association, dans l'esprit des gens, que les Juifs étaient des bolcheviks et des communistes. Et donc, il fallait attaquer les Juifs. C'était aussi ceux qui ont été déportés par les Soviétiques lorsqu'ils sont arrivés dans cette région. Mais s'il y avait un autre état d'esprit, eh bien, c'est une question logique. Et la Transnistrie, c'est un petit peu... Il y a beaucoup de confusion dans la Transnistrie. La carte, s'il te plaît. On peut peut-être remontrer la carte. Qu'est-ce qu'est la Transnistrie aujourd'hui? Ce qu'est la Transnistrie aujourd'hui n'est pas ce qu'elle était au cours de la Deuxième Guerre mondiale. La Transnistrie, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les territoires qui étaient occupés par la Roumanie, ça faisait partie de l'Ukraine aujourd'hui. C'était 3 grandes régions, l'Odessa, Vinnytsia et les Nikolaev. Donc, ne soyez pas confus par ce que représentent ces territoires aujourd'hui. C'était un tout petit territoire qui était également dans ce domaine, dans ce territoire. C'était principalement un territoire ukrainien. Donc, vous voyez la Transnistrie ici. Vous avez la Odessa ici. Ici, il s'agit d'un territoire ukrainien que les Ukrainiens ont décidé d'appeler la Transnistrie. Ils n'ont pas inventé d'autres noms. Et ici, à côté de la rivière, il y a ce petit bout de terre qui fait partie de la Moldavie, mais qui n'est pas vraiment contrôlée par les autorités. Il y a beaucoup de confusion ici quant à la Transnistrie. Juste pour compléter effectivement sur l'hostilité contre l'Union soviétique à travers le judéo-bolchevisme, il faut voir qu'il y a eu aussi beaucoup, lors de la retraite de l'Armée rouge, beaucoup de massacres spontanés contre les élites communistes et contre les soldats de l'Armée rouge. Et du coup, effectivement, les Juifs sont pris comme un tout, mais il y a effectivement une hostilité contre les Soviétiques qui s'exprime à travers des massacres
contre, en particulier les soldats qui refluent, les soldats lituaniens qui se détachent de l'armée rouge pour se retourner contre les soldats et contre les chefs de kolkhoz, enfin les chefs donc il y a une hostilité qui s'exprime dans tous les sens, quoi. Mais avec effectivement ce judéo-bolchevisme qui regroupe tous les juifs dans une catégorie. Il y avait des questions aussi à gauche. Madame, oui, Bonsoir, merci pour l'exposé de ce soir. Pour Madame Moutier-Bitan, donc j'aurais plusieurs questions, mais des questions courtes, juste techniques. Déjà, pour le choix de votre thèse à l'origine, pourquoi le Donbass? Pourquoi pas un autre pays ou les États baltes ou une autre région? Ensuite, concernant les sources utilisées, est-ce que les sources sont faciles d'accès? Est-ce qu'elles sont en langue locale? Est-ce qu'elles sont traduites, numérisées? Comment vous êtes prise pour accéder aux sources? Vous avez mentionné également lors de la séance de questions-réponses que les archives des procès, notamment de l'UN, étaient très difficiles d'accès. Pourquoi? Y a-t-il une volonté politique de les rendre discrètes, on va dire? Et enfin, donc plutôt une question pour les deux personnes de ce soir, donc Diana et Marie. Est-ce qu'aujourd'hui les témoins parlent librement ou pas? Est-ce que la parole s'est libérée? Est-ce qu'ils éludent, on va dire, les questions ou le fait d'apparaître face caméra ou autre? Et est-ce que les témoignages des descendants sont pris en compte et sont considérés comme valides par les historiens de type voilà, mes grands-parents m'ont dit que, mes parents m'ont dit que, est-ce que c'est valide à utiliser? Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais j'aimerais qu'on se limite peut-être à une question, parce que c'est comme si 6 personnes avaient posé une question. Ça se rapproche un peu. Vous êtes allé beaucoup en Ukraine avec l'association Adunum. J'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui se passe en Ukraine en ce moment avec le lourd passé dont vous parlez? Je ne partage pas l'opinion de Poutine qui pense que l'Ukraine est un pays nazi, bien sûr, mais qu'en est-il aujourd'hui par rapport à ce passé qui est quand même très lourd, quoi? Bon, je vais essayer d'être brève. Donc, c'est plutôt pour Diana. Bon, je vais rebondir donc sur la question religieuse. Qu'en était-il des prêtres orthodoxes, donc moldaves et roumains? Et puis, bon, une question un peu sordide, mais bon, ces corps-là, est-ce qu'on les enterrait comme ont fait les nazis en recouvrant la chaux, ou est-ce que quand même on leur donnait une sépulture classique? Ce n'est pas tout à fait une question, mais je voulais indiquer qu'en 2002, quand je suis à Kishinev pour commencer mes recherches familiales, je vais au musée d'histoire nationale de la Moldavie. À cette époque-là, donc on est bien après les événements dont on parle, en tout et pour tout, traitant de l'histoire et des traces juives dans l'histoire nationale moldave, il y avait une vitrine de 2 mètres de hauteur sur 1 mètre de large. Et à ce moment-là, je demande à voir le directeur du musée, qui est une directrice, et je lui fais remarquer que l'histoire juive en Moldavie méritait peut-être un petit peu plus de place. Et la réponse qui m'a été faite, donc par une autorité effective, intellectuelle, c'est « nous ne traitons pas l'histoire en fonction des origines ». Voilà juste un petit témoignage. Question. Merci. J'ai une question pour Diana Dumitru. En dialoguant avec des professeurs de pays différents sur la manière dont la Shoah est enseignée et les pratiques pédagogiques qui sont les nôtres, je voulais savoir quelle était la manière dont la Shoah est pensée dans la société roumaine et dans la société moldave. Est-ce qu'il y a une réflexion sur le sujet? Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens? Ou est-ce que ça reste encore un impensé, un non-dit, un tabou en dépit des travaux menés par les historiens? Merci beaucoup. Bien, bon, peut-être Diana d'abord. Diana, non, pardon. Alors, pour répondre à vos multiples questions, pourquoi le Donbass? Tout simplement parce que je me suis rendue dans cette région à plusieurs reprises et j'étais particulièrement intéressée par la manière dont les nazis, et en particulier l'Ansatzgruppe C, s'étaient adaptés aux conditions locales
pour perpétrer les fusillades. Je m'explique parce qu'en fait, il arrive dans la région vraiment à la fin de l'automne 1941. On est dans une région donc très industrielle. Il est très compliqué de repérer la population juive, hein, parce qu'on n'est plus du tout dans des shtetls à l'image de l'ouest de l'Ukraine, mais dans des grandes villes. Et là, par exemple, ils organisent des enregistrements spontanés de la population juive pour pouvoir les repérer. Et surtout, le sol est gelé, ce qui les empêche de creuser des fosses. Et ils vont alors utiliser des puits de mines, des carrières, des tranchées anti-chars, etc. Et donc c'est vraiment cette capacité d'adaptation des nazis qui m'avait intéressée à l'époque. Justement, j'avais pu aller à Donetsk, à Gorlivka, à Kramatorsk, et toutes ces villes qui sont tristement célèbres aujourd'hui. Et voilà, c'est ce que je souhaitais étudier. Malheureusement, j'ai été coupée dans mon élan et j'ai découvert par la suite l'Ukraine de l'Ouest. Concernant l'accès aux sources, il est beaucoup plus simple depuis la chute de l'Union soviétique, et d'autant plus que de très gros centres d'archives comme Yad Vashem et l'United States Holocaust Memorial Museum de Washington ont copié de manière extrêmement massive toutes ces archives, au départ sur microfilm, mais ensuite ils les ont numérisées. Après, certains centres d'archives en Allemagne fonctionnent encore avec le papier, malheureusement, comme à Ludwigsburg, où il faut se rendre sur place. Mais disons qu'il y a quand même beaucoup d'archives qui sont disponibles dans quelques centres de recherche qui les concentrent. Après, évidemment, quand vous voulez travailler sur ces territoires, il faut maîtriser un certain nombre de langues. Évidemment, l'allemand, le russe, le yiddish, etc. Donc, il faut aussi pouvoir les lire dans leur langue. Pour ce qui est des procès de Loun, quand j'ai commencé ces recherches, ils étaient assez peu accessibles. Mais en fait, ce qui m'a ennuyée dans ces procès, c'est que les personnes interrogées l'étaient principalement pour des faits de nationalisme, pour des massacres de Polonais, par exemple. Et il y avait très peu de choses en fait, sur les massacres de Juifs. Et en fait, quand on lit les enquêtes soviétiques, on se rend compte que finalement, ce ne sont pas les membres de Loun directement qui ont pu participer au massacre dans les villages, par exemple, mais des paysans locaux qui, eux, n'ont jamais été inquiétés et qui ont continué à mener leur vie, etc. Donc, les soviétiques ont aussi ciblé les procès contre les nationalistes ukrainiens, en dépit de la réalité des tueurs. Alors, est-ce que les témoins parlent librement? Ça dépend des régions, et en Galicie orientale, on n'a pas eu de mal à trouver des témoins, et même certains d'entre eux ont exprimé de manière, on va dire, très libre leur hostilité aux Juifs encore aujourd'hui. D'autres ont exprimé plus de compassion, mais disons qu'on a pu sentir un glissement du discours à partir de 2014, donc à partir du début de la guerre et de l'annexion de la Crimée, où ils ont parlé plus librement, par exemple, de leur adhésion à Loun ou même à Loupa. Et il nous arrivait de rencontrer des combattants de l'UPA qui ont même participé parfois directement à des massacres de Polonais, par exemple. Donc ça arrive. Et ça, je rebondis du coup sur la question de Madame concernant la situation en Ukraine aujourd'hui, la manière dont l'histoire de la Shoah finalement est entretenue en Ukraine. Je dirais malheureusement qu'il y a un très grand travail à effectuer de ce côté-là, mais heureusement, on peut entrevoir une lueur d'espoir avec une nouvelle génération de chercheurs ukrainiens qui notamment collaborent avec les chercheurs internationaux. Je pense à Marta Gavrichko qui est venue en France récemment pour échanger avec les chercheurs français qui s'emparent de cette histoire de la Shoah, qui s'emparent aussi de l'histoire des populations locales. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'il faut absolument valoriser. Les témoignages de la seconde ou troisième génération, je n'en ai jamais effectué, mais à certaines occasions, c'est toujours pratique quand on est dans un village et qu'une personne âgée ne peut pas nous indiquer un site de fusillade. Si son petit-fils connaît le site, c'est lui qui va nous emmener, par exemple. Mais on ne prend pas en compte ces témoignages de ceux qui n'ont pas vécu l'événement, qui n'y ont pas assisté. Et juste pour terminer donc sur la question des corps dans les pogroms, certains sont enterrés par la suite dans des fosses communes. Certaines familles juives arrivent à avoir l'autorisation des autorités
pour enterrer de manière individuelle leur proche qui a été assassiné. Et on remarque également, alors c'est peut-être aussi le cas en Bessarabie, mais en Galicie orientale, un usage assez fréquent des cours d'eau pour se débarrasser des corps. Donc les corps sont jetés dans le Dniestre, par exemple, et cela évite de creuser des fosses. Et évidemment, les corps disparaissent, et quand il n'y a pas de corps, il n'y a pas de crime. Avant de parler juste sur l'Ukraine aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir quand même, que c'est un pays qui ne fait aucun obstacle à l'accès aux archives, au procès d'épuration, et donc aucun obstacle à l'analyse justement qu'a faite par exemple Marie. C'est quand même un point très important. Les archives du SBU, qui sont le FSB, enfin l'héritier du KGB, bon, malheureusement aujourd'hui, même elles travaillent encore, mais elles sont difficilement accessibles, vous pouvez l'imaginer, pour les raisons de la guerre. Les archives du SBU sont totalement ouvertes. Et c'est là qu'on trouve tous ces documents qui permettent de faire cette histoire. Et ça, c'est déjà depuis plusieurs années. Je crois que c'est vraiment très, très important. Absolument. Et je dois d'ailleurs ajouter, d'ailleurs sous le contrôle de mes collègues de Yehad et Nounoum qui sont présents ce soir, qu'on n'a jamais eu de difficultés avec les autorités ukrainiennes pour travailler en Ukraine, pour recueillir des témoignages. Mais vraiment, jamais aucune difficulté. Yeah. Briefly about like where I can say so many questions. Yeah. Okay. So, do the people that I interview speak freely? Est-ce que les gens que j'ai interviewés s'exprimaient librement? D'une certaine manière, oui, mais généralement, c'était la première fois qu'elles parlaient de ce sujet, ou peut-être la deuxième fois, parce que des gens venaient voir s'ils avaient quelque chose à dire, et puis d'autres venaient pour enregistrer. Mais très fréquemment, il y avait cette peur sous-jacente et quelqu'un avec des gens qui disaient mais est-ce que quelqu'un veut venir m'attaquer? C'était un petit peu une plaisanterie, mais pas tant que ça en fait. Donc une sorte d'appréhension. Ils ne savaient pas vraiment pourquoi, mais ils comprenaient que ces informations étaient sensibles. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois. Et en fait, on n'utilise pas les témoignages des grands-parents. En fait, on apprend, mais on ne cite pas les gens. Pour la Roumanie et la Moldavie, je sais exactement quoi dire, mais je ne commencerai pas par ouvrir la boîte de Pandore, parce qu'elle m'a dit en fait, est-ce que tu veux vraiment faire ça? Parce que si tu commences à faire ça, tu vas te faire tuer un jour. En dépit de la loyauté que j'ai mentionnée, il y a une forte intelligentsia qui veut se montrer meilleure qu'elle n'est. Elle ne veut pas critiquer les Roumains. Donc ça veut dire qu'on ne parle pas de l'Holocauste. Et toute personne parlant de l'Holocauste dessert les intérêts de la Roumanie. Et moi, je fais juste mon travail, en fait, en parlant. Le musée, tout ce que je sais, ce que j'ai vu, ce que j'ai fait. Mes collègues, ils ne veulent pas de ces récits parce que cela perturbe ce qu'ils veulent construire, cette magnifique histoire de la Roumanie où il n'y avait que des bonnes personnes. Et moi, je parle de cela, de la Moldavie qui était misérable et qui a beaucoup souffert. Et la même chose se passe en Moldavie qu'en Roumanie. On a commencé à enseigner l'Holocauste, mais cela vient du haut. C'est le gouvernement qui est poussé peut-être par l'Union européenne, Israël, les États-Unis. Ils ont mis en place une commission en Roumanie. Ils ont écrit des rapports. Donc tout commence toujours du haut et c'est descendant. Mais si on parle avec les Roumains, alors ils vont nous dire Antonescu, c'était
une bonne personne. Quelle est la meilleure personne parmi les dirigeants qu'on a eus? La plupart vont dire Antonieshko. En Moldavie, on vient de commencer récemment dans ce domaine. Le gouvernement n'est pas vraiment intéressé par ce sujet. Il dit oui, c'est un bon sujet et les universitaires peuvent faire ce qu'ils veulent, mais en fait, les universitaires ne sont pas vraiment intéressés par cela. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez à l'école, mais aucun universitaire ou étudiant ne sera intéressé par des études sur ce sujet. Et je connais des historiens qui sont les gardiens de l'histoire et qui me disent pourquoi choisir un sujet qui n'intéresse personne. Donc il n'y a pas d'autres historiens qui s'intéressent à ce sujet parce que ce n'est pas vraiment porteur. Cela ne va pas vous permettre d'être connu. Donc je sais que c'est dommage, mais il y a quand même de l'espoir. Et avec le temps, tout s'arrange. C'est ce que ce sujet m'a appris.